du peuple juif sur sa terre. Et ces dernières années, on s'occupe aussi beaucoup de Hasbara, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur les réseaux qui faisait ça lorsqu'on a commencé. Et aujourd'hui, c'est déjà plus conséquent. Il y a déjà plus en francophone de gens qui s'en occupent. Mais au début, on était parmi les seuls. Et voilà, on essaye de défendre Israël sur Internet, ce qui est un peu, comme vous le savez, pas forcément évident, mais on fait un boulot qui est un bon boulot. Aujourd'hui, on touche beaucoup de monde. On a des dizaines de milliers, voire une centaine de milliers d'abonnés sur les différentes plateformes. Vous êtes invités à nous suivre. Je ne sais pas si vous êtes plus sur YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Mais voilà, vous êtes invités à nous suivre. Je m'occupe d'un autre projet qui est en fait une espèce d'équivalent de la DFI, mais pour les 20-35 ans. Il s'appelle le ROUG, qui a été créé à la mémoire du professeur Beno Gross, pour ceux qui l'ont connu, qui en fait propose des activités pour les 20-35 ans en Israël, c'est-à-dire des randonnées, c'est-à-dire de la connaissance d'Israël, c'est-à-dire des conférences, du bénévolat, des shabbats pleins face à un public qui arrive en Israël seul, sans famille. Et voilà, ils ont envie de se rencontrer, ils ont envie de se connaître, souvent de se marier. On a déjà 4 ou 5 mariages grâce à nos activités. Donc voilà, c'est un autre projet dont je m'occupe, le ROUG. Et voilà, j'enseigne dans différentes structures. J'hésite à être debout ou à être assis. Qu'est-ce que vous pensez? Assis, c'est bien? J'ai peur pour votre dos. Ah, ça va. Exclusivement en français, l'enseignement? C'est une bonne question. J'enseigne le lundi soir en hébreu. Voilà, le lundi soir j'enseigne en hébreu dans un cadre, mais sinon la plupart du temps j'enseigne en français en effet. Ok, donc on m'a fait venir pour parler de la pensée sioniste religieuse. Et évidemment que je ne peux pas résumer un courant qui a en son sein différents courants, et j'ai pas envie de parler en tant que sociologue que je ne suis pas. C'est pas forcément, ça peut être une analyse sociologique de l'évolution de ce courant, qu'est-ce qu'il représente dans la société israélienne, etc. J'essaie de parler de manière plus sincère, plus mon monde de conception et ce en quoi je m'identifie avec certaines idées fondamentales, on va dire, de ce courant de pensée, mais le but, c'est vraiment qu'au final, ce soit quelque chose de participatif et que, on m'a dit clairement qu'il y avait un temps pour les questions, et le but, c'est aussi d'entendre ce que vous avez à dire et d'y répondre. J'aimerais faire ça en deux temps. Première partie, on va dire les fondamentaux de cette pensée-là. Deuxième partie, c'est ce que m'a demandé Uri, c'est-à-dire la deuxième partie, c'est plus quels sont, à mon avis, les enjeux pour ce regard-là de la société israélienne actuelle. Ok? Très bien. Alors c'est parti. Les fondamentaux. Je pense que ça part avant tout d'une certaine vision de l'époque que le peuple juif est en train de vivre. Le peuple juif a une destinée qui interroge, qui est unique dans l'histoire des peuples. Par sa longévité, par son influence, par son impact sur l'histoire humaine, sur l'histoire des idées. Mais on va dire que ces dernières générations, il y a eu quelque chose qui est complètement qui nous laisse bouche bée pour quelqu'un qui a une conscience historique, qui est un vieux peuple éparpillé, exsangue, qui arrive à retrouver la vitalité de se réunir des 4 coins du monde et de réexister sous forme de nation. Et donc on est face à une espèce de renaissance incroyable alors, je suis souvent face à un public de personnes qui sont nées bien après l'État d'Israël, mais là, pour une fois, je suis face à un public de personnes qui peut-être ont cette conscience historique de ne pas être dans une espèce d'évidence, et d'être face à, ok, c'est incroyable. Incroyable parce que ce peuple a été capable d'accomplir, après 2000 ans d'exil, après la pire tragédie que notre peuple ait connue, la Shoah, être capable d'avoir un regard de miracle, en fait, de miracle, d'une destinée qui nous dépasse complètement. Je pense que c'est avant tout
un des fondamentaux de cette vision-là, c'est on est face à un phénomène historique qui en réalité touche à quelque chose de métahistorique. On est face à une interrogation qui nous dépasse de qu'est-ce que c'est que cette destinée-là, qu'est-ce que c'est que ce peuple, qu'est-ce que c'est que ce phénix qui est capable de renaître de ses cendres, qu'est-ce que ça signifie. Mais d'autant plus, en fait, dans une vision qui est enracinée dans les sources juives, où ce thème, cette thématique de retour des exilés est une thématique qui est extrêmement centrale dans nos textes. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est enraciné dans nos sources, toutes les prophéties prophéties de fin d'exil, c'est la capacité de ce peuple de revenir des quatre coins et de remonter sur la scène de l'histoire. Vous avez tous été à une synagogue un vendredi soir et on chante les Chadodi. Les Chadodi, c'est un chant qui est écrit par Rabbi Shlomo El-Kabetz, 16e siècle, à Safed. Mais en réalité, tous les Chadodi, c'est des extraits du prophète Isaïe. C'est une réadaptation que Rabbi Shlomo El-Kabetz a fait de versets du prophète Isaïe. Bon, venez, on prend par hasard Itnahari mais afar koumi. Okay. Remue-toi de tes cendres et lève-toi. On parle de Jérusalem. Lipshi bigde tifarter ami. Revêt tes habits de splendeur, mon peuple. C'est un leitmotiv permanent de je vous ferai revenir des quatre coins du monde. Vous pourrez à nouveau exister sous forme de nation et vous pourrez à nouveau jouer votre rôle. Et donc, pour un regard qui est un regard ancré dans les sources juives, ce qu'on vit est non seulement étonnant, mais est parlant dans une lecture qui est une lecture juive de l'histoire. On va dire comme ça, c'est quand même un pari incroyable qu'ont fait nos prophètes ou qu'ont fait nos sages en nous disant 3 fois par jour de dire dans notre prière Bekabetz Nidachenu Berba Kanfotaretz et rassemble nos exilés des quatre coins de la terre. Il y a même un pari incroyable de nos sages ou un pari incroyable de nos prophètes de dire écoute, vous allez revenir. Donc nous on est cette génération-là qui a la chance de voir ça s'accomplir. Donc je pense qu'un des fondamentaux de la vision sioniste religieuse, c'est cette conscience du fait qu'il y a ici un souffle, qui est un souffle qui nous dépasse. Un souffle historique qui nous dépasse dans la vitalité de ce peuple qui revient, cette renaissance-là. J'irai encore un peu plus loin, qui est le fait que le projet, le chazon, l'horizon, la mission en fait, que le peuple juif a depuis toujours, c'est toujours donné dans nos textes. Il y a toujours eu une dimension qui est une dimension collective et pas uniquement individuelle. Pas uniquement le lien de l'individu au transcendant et sa mission particulière, etc., qui existe aussi, mais il y a une dimension qui est une dimension collective. La première révélation à Abraham, le célèbre Lech Lecha, va pour toi, ok ? C'est quoi la suite ? Va pour toi vers la terre que je te montrerai. Ve'esra legoy gadol, et je ferai de toi un grand peuple, une grande nation. Ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc il y a une dimension qui est une dimension de rôle national vers l'universel. On a un certain rôle en tant que nation qui va être capable de pouvoir apporter quelque chose, ve'nivrechu becha, pouvoir apporter quelque chose à l'universel. Juste avant le don de la Torah, comme introduction au don de la Torah, il y a ce passage où Dieu dit « Je vais vous donner quelque chose, mais pourquoi en fait je vous le donne ?» Vatem tiulim mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi une nation de prêtres et un peuple saint. Donc il y a cette dimension qui est une dimension de votre mission passe par du collectif. Passe par la capacité non pas de proposer une certaine manière de vivre sa vie en tant qu'individu, mais aussi une certaine manière de vivre sa vie en tant que société. Et si vous regardez, si vous ouvrez une je ne sais quelle page de Gemara, la plupart du temps, ça parlera
pas de ce qu'on appelle le cultuel ou le religieux. La plupart du temps, ça sera plus proche de quelque chose qui ressemble au code civil. Des questions de dommages et intérêts, des questions de vol, des questions de comment gérer une société juste. Donc il y a cette dimension-là qui est une dimension de société. Donc à nouveau, pour un regard qui est ancré dans les racines juives, ce qui se passe en fait dans le retour du peuple juif sur sa terre, ne peut pas être vécu que comme les pogroms, la Shoah ont fait qu'il faut qu'on se retrouve dans un endroit où on a un safe space, un miklat battoir, un refuge. Il y a quelque chose qui est plus grand que ça. Il y a la possibilité du peuple juif de rejouer son rôle sous forme de collectivité et de pouvoir remonter sur la scène de l'histoire et peut-être d'avoir quelque chose à dire sur cette scène de l'histoire. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire pour cette conception-là, qui est la conception sioniste religieuse? Ce que ça veut dire avant tout qu'on fait partie de cette histoire-là et qu'on va œuvrer pour cette histoire-là. Qu'on ne va pas se mettre de côté face à cette histoire-là. C'est une des grandes différences avec le monde haredi face au sionisme, c'est que dans la vision sioniste religieuse qui va être mise en théorie de manière très importante par la pensée du Rav Kook. Le Rav Kook, c'est 1865-1935, donc il est parti avant d'avoir vu finalement l'État d'Israël se créer, mais il est monté en Israël en 1903, il y avait déjà les germes de ce qui était en train de se passer. Dans cette vision-là, on est en train de vivre quelque chose qui est incroyable, qui est métahistorique, et donc on doit y participer, on doit œuvrer pour. Et donc on n'est pas dans une vision de se séparer de ce qui se passe là parce que ça ne nous convient pas exactement, parce que c'est dirigé par des laïcs, etc. Le Rav Kook va apporter une vision extrêmement profonde et intéressante de pourquoi ce mouvement-là est porté en particulier par les laïcs, quel est le rôle du fait que la dimension de chiloun, la dimension d'éloignement de la Torah et de la tradition, pourquoi ça apparaît à cette époque-là? Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Il y a une vision extrêmement profonde du Rav Kook qui donne sa place, finalement, à ce mouvement d'éloignement. C'est un sujet qui, si on a le temps, faudra qu'on le travaille. Si vous voulez, je pourrais vous conseiller quelques vidéos sur Shofar où on a essayé de travailler là-dessus, de présenter la vision du Rav Kook. Mais donc, ce que ça crée avant tout dans les faits, c'est on n'est pas en dehors de cette histoire-là. On veut faire partie de cette histoire-là, on veut y contribuer. Alors, vous allez voir ça dans les faits, dans le fait que les kippot srugot, donc ceux qui ont la kippa tricotée, ceux qui se revendiquent du mouvement sioniste religieux, vont être extrêmement engagés dans les différents aspects de la société israélienne, dans l'armée évidemment, dans le monde politique, dans le monde associatif. On veut faire partie de cette histoire-là, on veut faire avancer cette histoire-là. C'est la renaissance de notre peuple. Et on n'est pas dans une espèce d'attente, et ça c'est quelque chose qui à mon avis a beaucoup de sources dans la Torah, on n'est pas dans une espèce d'attente passive, que les choses vont se régler d'elles-mêmes, et viendra un Messie sur un âne blanc, et il va tout régler, etc. Et nous on reste dans notre coin. C'est pas la conception qu'on a, on a une conception dans laquelle il y a une place fondamentale à l'action de l'homme, il y a une responsabilité qui est sur l'homme, et ça fait partie des sujets fondamentaux de la pensée juive. La pensée juive, c'est une pensée qui est responsabilisante pour l'homme, où on n'est pas dans une dimension de mektoub, on n'est pas dans une dimension finalement où l'homme est juste là pour... Non, si on veut dire le judaïsme sur un seul pied, c'est, comme disait Abraham Yehoshua Eshel, Dieu est en quête de l'homme, Dieu propose une certaine mission à l'homme, et l'homme doit être là, et doit dire inéni, doit dire je suis là, et je prends le relais pour réparer la réalité, me réparer moi, réparer le monde, etc. Donc dans cette vision-là, évidemment, des conceptions comme ça, passives, on va rester dans notre coin, et la réalité va arriver à son utopie, etc., c'est une conception qui, à mon sens, ne tient pas dans nos sources. Dans nos sources, au contraire, on a une dimension qui est responsabilisante de l'homme, y compris dans la construction de la réalité juive renaissante. Beaucoup de personnes viennent et nous disent comment vous pouvez appeler la réalité d'Israël aujourd'hui, vous pouvez appeler ça un début de Géoula, un début de
cette dimension utopique, je leur dis, écoutez, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. Depuis l'entrée en terre d'Israël à l'époque de Josué, jusqu'à l'âge d'or que représente le roi Salomon, il y a combien de temps? 450 ans. Tout le livre de Josué, le livre des juges, qui est un livre très compliqué, très difficile. Le peuple juif vit une réalité de tribus qui peuvent se faire la guerre entre eux, d'éloignement de leur mission. On n'est pas censé être dans une réalité optimale dès le début. C'est une réalité à construire. C'est une réalité à construire. C'est ça la conception, à mon avis, du mentionnisme religieux au niveau des fondements. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Allez-y. Ça y est, sentez-vous... Ouais. Vous avez parlé du Messie qui va arriver sur un âne blanc. Oui. Vous avez pris un petit air un peu... Oui. On ne croit pas, je ne sais pas. Ouais. Le Maïmonide dit Advarim ha'ele loneda echiyu atcheyu. Ces choses-là, nous ne savons pas comment elles vont se passer jusqu'à ce qu'elles se passent. Okay. C'est-à-dire que la vision messianique du peuple juif, c'est une vision qui a apporté énormément au monde. C'est la vision du fait que le monde est dans un mouvement qui, si on est à la hauteur, et si on fait ce qu'il faut, est un mouvement qui va vers plus de justice, plus de sagesse, plus de morale. Ce qui a écrit sur le parvis de l'ONU, c'est un verset de Isaïe, Loïsa goy el goy cherem, que les peuples ne brandiront plus d'épée l'un contre l'autre, et que les lances deviendront des charrues. Des charrues. Alors c'est dans une charrue, il y a quelque chose qui rentre dans le sol. Le socle. Bravo. Alors là, on voit le niveau là. En fait, ce que tu as présenté, c'est en quoi le sionisme religieux se différencie des Haredim. Alors, c'est un long sujet. Oui, mais c'est ce que tu as présenté en gros, quoi. Non, j'ai parlé surtout de la vision de l'époque. Et donc, ça veut dire au niveau de l'implication que ce mouvement-là va avoir dans l'entreprise sioniste. Okay. Dans une volonté c'est notre histoire, c'est l'histoire du peuple juif qui renaît de ses cendres, on fait partie de cette histoire-là et on veut œuvrer pour ça. Et même si ça va pas bien, et même si c'est difficile, et même si le coût de la vie est cher, on partira pas à Berlin. On partira pas à Berlin. D'accord? C'est-à-dire et c'est sur ça, à mon avis, que le mentionnisme religieux dit quelque chose aussi au public libéral israélien qui a construit en grande partie le pays, mais dont les petits-enfants disent écoutez, maintenant, l'antisémitisme est peut-être moins tragique qu'il l'était en fin 19e siècle en Russie. Et donc maintenant, je peux peut-être essayer de faire ma relocalisation en Thaïlande ou ailleurs, etc. Évidemment, je caricature, évidemment qu'on a énormément de personnes dans le public laïque qui ne pensent pas comme ça, etc. Mais c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe, de personnes qui disent, écoutez, au final, si le sujet c'est un refuge, je ne suis pas sûr d'avoir encore besoin de ce refuge, et donc je peux maintenant peut-être essayer de vivre ma vie ailleurs, etc. Dans notre conception, dans une conception qui est radicalement différente, qui est le fait de dire qu'il y a ici quelque chose qui se joue, qui est la renaissance d'un peuple, qui pour nous a une signification dans un regard, qui est un regard juif et un regard de Torah. Pour nous, c'est la possibilité du peuple juif de retrouver sa place sur la scène de l'histoire et de pouvoir apporter quelque chose. On a quelque chose à apporter. Il y a un génie juif, il y a un message juif, la Torah a quelque chose à apporter à une pensée moderne, etc. Sous forme de société, et donc, ce sera difficile, et on partira pas. On continuera à construire. D'accord? Donc cet esprit-là, c'est à mon avis l'esprit que j'ai voulu mettre en valeur. Sur les différences fondamentales avec le Montre Haredi, il y a évidemment beaucoup de choses sur lesquelles on peut se retrouver, sur la centralité de nos textes, de la Torah, etc. On va dire que premièrement, la stratégie fondamentale du Montre Haredi est une stratégie de préservation. C'est-à-dire, on est face à un monde qui culturellement parlant, est extrêmement, on va dire,
magnétique. On a beaucoup de personnes qui s'éloignent du message juif, de la fidélité, de la longue fidélité juive, et donc on se préserve dans le fait qu'on est à part. Ok, on est à part. Une vision de on est à part. Je comprends ça sous forme de stratégie. Je comprends ça. Je pense que c'est une stratégie qui a un coût et un prix très compliqué, et on le voit aujourd'hui. Dans le monde sioniste religieux, il va y avoir, à mon sens, une volonté de dire, comme on a dit, on fait partie de ce bateau. Et donc on veut faire partie de ce bateau, et donc on veut œuvrer pour ça. Et donc on fera l'armée parce qu'il faut défendre ce pays, et donc on fera partie du monde du travail parce qu'il faut faire grandir cette société-là, et donc on rentrera dans le monde de la justice pour faire passer certaines valeurs, etc. On fait partie de ce bateau-là. Il y a aussi une complexité de comment on fait pour préserver une identité autre dans un monde qui est un monde séculaire. C'est une question que le monde sioniste religieux se pose et sur lequel il a des difficultés. D'accord ? C'est une difficulté. Comment on fait pour faire en sorte que nos jeunes, lorsqu'ils vont à l'université, lorsqu'ils vont à l'armée, lorsqu'ils vont etc., ils gardent une colonne vertébrale et ils gardent un sens de l'identité, etc. C'est quelque chose qui est complexe. Mais on n'est pas prêt à se mettre à part de ce projet-là. Je pense que c'est une différence fondamentale. Il y a une différence, à mon avis, encore plus de fond, mais on en parlera peut-être dans un second temps, sur le rapport finalement entre Torah et monde, entre Torah et les différentes forces de vie. C'est quelque chose où peut-être qu'on va y rentrer dans une deuxième partie, sur cette différence qui existe entre la pensée du monde sioniste religieux et la pensée charédite. Mais c'est compliqué de dire tout ce qu'on veut envie de dire en peu de temps. Encore peut-être une ou deux questions et on passe à la deuxième partie. Je veux juste faire une Bien sûr. constatation. Moi, j'habite en Israël depuis des décennies et il y a une chose que j'aime, enfin, que j'ai jamais aimé, c'est qu'on dise qu'on renaît de nos cendres. Ça veut dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va devoir souffrir? Jusqu'à quand on va devoir subir 6 millions, les inquisitions et tout pour pouvoir renaître? Mais vous avez ajouté une phrase il y a 2 minutes qui m'a redonné de l'espoir, c'est qu'il faut se battre pour ce pays et que ça va être peut-être la dernière fois qu'on va devoir se battre et qu'on va pouvoir enfin vivre. J'ai compris. Très bien. Alors, je vais essayer d'expliciter ce que j'ai dit à propos de renaître nos cendres. Je ne parlais pas du fait qu'on allait passer notre vie à renaître nos cendres. Non, je disais de manière factuelle, on est face à un phénomène qui est un phénomène unique dans l'histoire des hommes. Aucun peuple n'a survécu 2000 ans d'exil, aucun peuple n'a réussi à renaître de ses cendres après 2000 ans d'exil. Donc ça, c'est quelque chose qui est factuel, qui est historique, qui est quelque chose qui laisse toute personne qui a une conscience historique bouche bée. On est face à un peuple qui a eu une vitalité incroyable, et dans un regard qui est un regard juif, on est dans ce qu'on appelle l'accomplissement de cette longue promesse qui a été faite par la Providence, que je vous ferai partir en exil, mais je vous ferai revenir. Donc c'est ça ce qu'on est en train de voir. Après, vous me posez la question de jusqu'à quand on va vivre des difficultés. Je sais pas. J'ai pas de date limite. Mais je pense que je pense qu'on doit être capable d'avoir un regard qui est un regard qui, malgré les difficultés, évidemment les difficultés qu'on a vécues ces dernières années, etc., de voir aussi les merveilles de ce peuple, de ce pays. Je suis très très heureux d'élever mes enfants ici et je suis très heureux de les faire se balader dans les rues de Jérusalem et d'imaginer que leurs arrière-grands-parents auraient pu que rêver que quelque chose comme ça puisse exister. J'ai l'impression d'avoir répondu complètement à votre question sur l'histoire du Messie et le cheval blanc. Ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que il y a une vision messianique dans le peuple juif, mais c'est une vision du fait qu'on tend à une réalité qui est une réalité réparée. On tend à une réalité qui est une réalité où on a surmonté les bassesses humaines, un monde plus sage, un monde plus moral. On tend même à repousser la dimension de maladie, la dimension de finitude. On a un horizon qui est un horizon extrêmement élevé. Comment ça va se passer exactement ?
Est-ce qu'on est dans l'attente et que quelque chose se passe, etc. Ma vision des choses, c'est que non, on n'est pas dans une espèce d'attente passive. On est dans une dimension qui est une dimension c'est la responsabilité de l'homme, évidemment aidé par la providence, la responsabilité de l'homme de faire advenir ça, de faire revenir le peuple des 4 coins du monde, de reconstruire une société, de faire en sorte qu'elle soit juste, de faire en sorte qu'elle soit unie, de faire en sorte qu'elle soit morale, de faire en sorte qu'elle soit sage, et espérer qu'on soit capable de proposer quelque chose au monde qui puisse apporter. Oui. Un détail Oui, il y a une personne juste derrière qui veut. qui m'a interpellée. Vous avez dit que les juifs laïcs qui quittaient Israël, ce sont des juifs qui se sentent, disons, en sécurité maintenant en Israël et qui disent, voilà, on va aller voir ailleurs ce qui se passe parce que voilà, on s'est renforcé, etc. Mais je pense franchement, les jeunes, surtout des jeunes qui quittent Israël maintenant, c'est plutôt autour de la politique qui ne finit pas de finir et de nous fatiguer et de ne pas avoir d'horizon politique clair pour ce pays. C'est surtout ça qui motive les jeunes, en général des gens éduqués, etc., et qui vont quitter Israël. C'est mon avis. Je sais pas si c'est... Non, j'entends très bien et je voulais pas être dans une dimension de jugement. C'était pas le but d'une dimension de jugement et de dire que les personnes sont coupables ou pas de partir. C'est plutôt une espèce de contraste en fait que je voulais mettre en valeur. C'est-à-dire que la question est-ce qu'on est là parce que ça se passe bien ou est-ce qu'on est là pour construire? C'est ça en gros la question. On est conscient que c'est compliqué, c'est très complexe. Un peuple qui revient après 2000 ans, qui revient des 4 coins du monde, avec des sensibilités différentes, des juifs qui viennent du Yémen, des juifs qui viennent de Pologne, des juifs qui viennent d'un système communiste, des juifs qui viennent d'un système... Bon, c'est très complexe. Et c'est à la fois merveilleux que ça marche, et en réalité, je pense qu'on a une vision très fausse d'une société extrêmement polarisée, etc. Alors qu'en réalité, je peux vous assurer que dans les tanks et en tant que réserviste, en Milouim, etc., on sent que la société israélienne est beaucoup plus réunie et beaucoup plus proche que ce que les médias veulent faire passer. Ce que j'essaie de dire par là, c'est le fait qu'il y a dans cette vision-là que j'essaie d'exposer quelque chose où on n'est pas dans l'attente que ça se passe bien. Si c'est le bazar, c'est notre bazar. C'est à nous d'œuvrer pour améliorer les choses et pour faire en sorte que ce peuple puisse renaître et puisse apporter quelque chose. Je voulais poser une question qui va peut-être faire bondir certains. Vous avez parlé donc de la Renaissance, après 2000 ans, on est revenu sur notre terre. Vous avez aussi dit avant, il y a eu l'Inquisition, il y a eu les pogroms, il y a eu la Shoah, il y a eu... Est-ce qu'il n'y a pas une part est-ce que l'antisémitisme n'aurait pas une part de notre unification et de notre survie Est-ce que s'il n'y avait pas eu tout ça, déjà depuis très longtemps, est-ce qu'on ne se serait pas assimilé comme d'autres peuples? C'est une très bonne question. Est-ce que C'est une question, je ne sais pas si on a la réponse. Non, on a des... la réponse. Disons qu'on n'aspire pas à ça. C'est-à-dire que... je vais prendre un exemple d'une vie individuelle. On voit souvent des personnes qui ont une espèce de saut de maturité. D'un coup, ils se posent des bonnes questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et souvent, ils se les posent après des moments durs. Après des deuils, après des épreuves, etc. Et donc, c'est ça. Il y a cette réalité-là que souvent la réalité d'abondance nous endort. Et finalement, quand tout va bien, les questions tournent autour de l'Eurovision ou de l'Euro de foot. Au final, les moments où on se pose des questions qui sont des questions de fond,
pourquoi on est là et pourquoi on se bat, etc., sont souvent face à des difficultés. Je pense que c'est très vrai, mais je pense qu'on ne doit pas aspirer à ça. Je pense qu'on doit aspirer à être des personnes qui vivent une vie connectée, une vie de sens, une vie en 3 dimensions, même lorsque tout va bien. Je pense que c'est ça l'enjeu. Être capable, même dans une réalité d'abondance, une réalité de bracha, bénéfique, etc., être capable de quand même se poser des questions identitaires, se poser des questions de pourquoi on est là, pourquoi je veux appartenir à ce peuple, pourquoi je veux continuer là-dedans, etc., même sans qu'on nous tape dessus. C'est à ça qu'on doit aspirer. Dans les faits, je suis d'accord avec vous que souvent, c'est un texte qu'on arrive bientôt à Purim, et un texte comme ça un peu difficile dans la Gemara, qui dit que la bague qui a été donnée à Aman, donc c'est en fait le fait qu'on lui a donné la permission d'exterminer le peuple juif, a fait plus que des dizaines de prophètes que Dieu avait envoyés. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, en effet, il y a cette dimension-là que face aux difficultés, il y a un réveil que des fois la pédagogie n'arrive pas à faire passer. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Okay. La deuxième partie, c'est... Une question que je voudrais que tu abordes dans cette seconde partie, c'est un peu... on a vu ce qui différencie les sionistes religieux des Haredim. Maintenant, à propos de ce qui les différencie des laïcs, et pour moi, un des sujets qui différencie, c'est le rapport à la démocratie, au libéralisme et aux droits de l'homme. Ok, super. J'hésite, est-ce que je développe ça maintenant ou est-ce que je développe ça dans la deuxième partie qui va un peu parler de ça? Non, c'est la deuxième partie. Je te pose ça à propos de la deuxième partie. Okay. Super. La deuxième partie, donc on a dit que, je reprends la structure, première partie c'est les fondamentaux de cette vision-là. Deuxième partie c'est quels sont à mon sens les enjeux, les zones de friction dans la société israélienne aujourd'hui et quel est mon regard là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait parler de la dynamique de polarisation qu'on est en train de vivre, une dynamique que beaucoup de sociétés sont en train de vivre aujourd'hui. C'est dû à beaucoup de choses, c'est dû à la place du médiatique, c'est dû à la place du politique dans nos sociétés, c'est dû à l'apparition des réseaux sociaux, c'est dû à beaucoup de choses. C'est vraiment des sujets à travailler. Mais j'aimerais en fait parler de ce qui, à mon sens, est derrière cette polarisation, ou en tout cas est la fracture de fond, qui est l'enjeu que la société israélienne a, à mon sens, aujourd'hui. Dans les manifestations qui étaient à l'époque de la réforme judiciaire, il y avait des dames qui s'étaient déguisées en rouge. Bon, ça vous dit quelque chose? Oui? Vous savez à quoi ça fait référence? Bravo! La Servante écarlate. Alors c'est quoi la Servante écarlate? C'est une série, c'est un livre avant d'être une série, qui raconte une dystopie d'une société qui va être dirigée par des fondamentalistes chrétiens, où les femmes sont réduites à être des pondeuses. Et donc, qu'est-ce que ça vient faire dans la manifestation sur la réforme judiciaire, à votre avis? Qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qui va se passer. Bien fait. On est face à une crainte profonde de la part d'une partie de la société israélienne, qui est: vous nous menez, vous les religieux, vous nous menez vers cette dystopie. Vous nous menez vers cette espèce de cauchemar que représente l'Iran, ou que représentent les différentes sociétés théocratiques, etc. Vous nous menez vers ça. Et donc, la réforme judiciaire, c'est juste un symptôme, en fait. C'est le dernier rempart de ceux qui peuvent protéger face à ces volontés non démocratiques. Là, on est face, à mon sens, à la fracture la plus fondamentale, en fait, qu'il y a dans la société israélienne. Et j'aimerais la
la schématiser de la manière suivante. J'aimerais dire que, à mon sens, le grand enjeu de notre génération, c'est la construction de la route numéro 1. La route que je viens d'emprunter. Qu'est-ce que c'est? Elle est déjà construite, vous allez me dire. Qu'est-ce que c'est que la route numéro 1? C'est la route qui va à Jérusalem. C'est la route qui lie Jérusalem et Tel Aviv. J'aimerais en parler comme deux pôles de l'identité israélienne actuelle. Le premier pôle, Jérusalem, qui symbolise la fidélité plurimillénaire du peuple juif à son message, à une certaine vision d'un futur utopique, où on pourra à nouveau jouer notre rôle et avoir apporté un message juif à l'humanité, etc. Ça représente cette longue fidélité. Et d'un autre côté, Tel Aviv. Tel Aviv dans ce que ça représente comme l'Israël actuel, l'Israël moderne, l'Israël libéral, l'Israël de la Startup Nation. Et à mon sens, c'est ça tout l'enjeu. L'enjeu, c'est ce qu'on est capable de faire le lien entre ces deux choses-là. Et c'est une problématique qui ne concerne pas, comment dire, c'est pas juste une problématique de paix sociale. C'est aussi une problématique de paix sociale. Mais c'est une problématique qui est plus profonde que ça. C'est une problématique qui travaille l'identité sioniste depuis ses débuts. Depuis ses débuts, l'identité sioniste, le sionisme laïque, se pose une grande question par rapport à ça. On veut réexister sous forme de peuple. Mais ça veut dire quoi? On est un peuple parmi d'autres? On est les copier-coller d'une société occidentale? J'aimerais vous donner juste après vous pourrez faire vos recherches sur ChatGPT, etc., sur ces penseurs-là, mais c'est très intéressant. Déjà dès le début, en fin 19e siècle, dès le début du sionisme laïque, on a différents positionnements par rapport à ça. J'aimerais prendre par exemple Ahad Ha'am face à Berdichevski. Donc Ahad Ha'am, un des grands penseurs du monde sioniste, du sionisme laïque, qui vient du monde des yeshivot, qui s'en est détaché, mais qui dit on doit être dans une sorte de continuité. Prendre les valeurs du judaïsme, prendre quelque chose de cette tradition-là. Culturellement, moralement, il faut qu'on soit en continuité avec ça. Si on veut maintenant que cette nation-là puisse exister, qu'il y ait quelque chose qui la rassemble et qui la relie, il faut qu'elle puisse avoir quelque chose à dire en tant qu'identité collective. Si maintenant je prends des enfants qui sont dans le système éducatif et je me rends compte que ce qu'ils savent, c'est finalement des séries américaines, de la pop américaine, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a finalement qui les relie à leur identité propre? C'est une vraie question que se pose le monde chiloni depuis le début. Donc on a Ahad Ha'am qui avait proposé, Ahad Ha'am et après Bialik, etc., qui a proposé une espèce de vision de continuité. Et on a de l'autre côté Berdichevski, qui est ce qu'on appelle le Nietzsche juif, ok? Berdichevski qui est dans une rupture très forte. Non, il doit y avoir une révolte, il doit y avoir une rupture face à cette fidélité-là. C'est une fidélité qui nous... Il faut cesser d'être le juif du livre, il faut être le juif de la vie. Ça doit passer par une rupture. C'est très intéressant, j'ouvre une parenthèse, à quel point chez le Rav Kook, à mon sens, il y a quelque chose qui vient de dire qu'il y a du vrai chez Berdichevski, mais bon, je vais ferme la parenthèse. Et donc en fait, cette dimension-là, qui est déjà à l'origine, cette tension-là qui est déjà à l'origine finalement du projet sioniste, elle va aujourd'hui trouver elle va être incarnée dans cette fracture qui est la fracture en fait face à Jérusalem, face à ce que Jérusalem représente, face à ce que cette fidélité représente, face à ce que le monde religieux représente, le monde haredi, le monde sioniste religieux, etc. Et à mon sens, c'est tout l'enjeu de notre époque. Et c'est un enjeu énorme. De comment on fait pour créer cette route? Comment on fait pour faire le lien? Comment on fait pour faire en sorte que, et c'est une grande partie de ce à quoi j'essaye d'œuvrer d'une manière ou d'une autre, comment on fait pour que une conscience moderne,
une conscience libérale, ne voit pas le judaïsme, ne voit pas Jérusalem comme une menace, mais voit ça comme une richesse. Comment on fait ça? Je vais donner quelques lignes, à mon sens, quelques kivunim, quelques pistes. À mon sens, il y a déjà une responsabilité partagée, de la part de Tel Aviv et de la part de Jérusalem. Premièrement, de la part du monde libéral, vous devez 2 secondes, je dis vous dans le sens, arrêter la démonisation, arrêter la caricature. Ok? Vous appartenez à une destinée qui est une destinée unique, vous appartenez à une tradition qui a fourni parmi les cerveaux les plus brillants de l'histoire humaine. Ne plaquez pas toutes vos peurs et tous vos cauchemars de ce qu'est l'Iran et de ce qu'est la servante écarlate, etc. Voilà vers quoi vous nous menez. 2 secondes. D'abord connaître. Avant d'aller voir et s'intéresser à toutes les cultures de l'Extrême-Orient et leur spiritualité, etc., vous êtes assis sur un trésor. C'est l'expérience personnelle que moi j'ai fait. Okay, je ne viens pas d'un monde de yeshivot, etc., mais c'est une expérience personnelle que moi j'ai fait. De à quel point on est face à un message qui est riche, à quel point on est face à un message qui fait avancer l'homme. D'abord connaître, pas être directement dans la diabolisation, pas être directement dans la peur. Là, c'est la responsabilité de la part de Tel Aviv, si vous voulez. De l'autre côté, il y a une responsabilité de la part de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on montre de ce judaïsme-là? Est-ce qu'on est capable de parler un judaïsme qui est audible ou pas? Et ça passe par, à mon avis, plusieurs pans. Le premier pan, et c'est ce que tu évoquais, qui est le pan de l'aspect, on va dire, de ce qu'on appelle en hébreu de kfiadatit. Okay? Kfiadatit. Coercition. De coercition religieuse. Dès que vous allez être une majorité, vous allez nous obliger à retourner dans la cuisine, et vous allez nous obliger à ci, nous obliger à ça, etc. Bon, évidemment, on a dit toute la caricature, la diabolisation, etc. Je pense qu'à mon sens, il y a une responsabilité de la part de Jérusalem, de la part du monde religieux, de dire non, ça ne passera pas par des lois, ça ne passera pas par une coercition. Nous valorisons cette liberté-là. Et c'est très intéressant de voir à quel point, dans des sources, y compris du monde Haredi, et y compris du monde sioniste religieux, on voit ces thèmes-là. On ne veut pas que ça passe par une dimension de coercition. On veut que, si il y a une dimension de retour au judaïsme, ça se passe de l'intérieur. Ça se passe parce qu'on pense vraiment que le judaïsme peut apporter quelque chose à une conscience moderne. Pas parce qu'il y a une loi qui dit la chose suivante. C'est pas le sujet. C'est extrêmement important, à mon sens, de la part du monde religieux, d'être clair sur ça. Il y a quelqu'un qui fait un travail, à mon sens, remarquable. Malheureusement, ça n'existe pas en français. Il faudrait qu'on fasse un podcast qui présente son livre. un rave important du monde sioniste religieux qui s'appelle le rave Ido Rechnitz, qui écrit des livres aujourd'hui. À quoi ça ressemblerait une société d'après la Torah? Et vous allez être étonné, ça ne ressemble pas à une monarchie. Ça reste une démocratie. Il montre les fondamentaux démocratiques qu'il y a dans le peuple juif. Okay. Ça ne ressemble pas à une dimension de coercition. D'accord? Donc, il fait tomber dans nos sources, les uns après les autres, ces peurs-là, et c'est important d'avoir ce discours-là, à mon sens. C'est la première chose. Être dans un vrai discours, qui est un discours qui est plus rassurant. La deuxième chose qui est plus de fond, et je ne sais pas à quel point j'ai le temps de développer ça, c'est à toi de me dire. On verra. Vas-y. La deuxième chose, et c'est pour moi quelque chose qui doit se clarifier au sein du monde religieux, et ça fait partie du dialogue qui doit s'instaurer entre le monde sioniste religieux et le monde haredi, c'est, je vais le dire de manière très schématique, excusez-moi, je suis vraiment désolé, si vous voulez, je vais vous réorienter vers un podcast où je développe plus ça de manière plus sérieuse, sur justement ce qu'on a à dire, et les questions de fond qu'on a face au monde haredi, mais je vais dire ça de manière très schématique, excusez-moi, c'est, à mon sens, est-ce qu'on est
dans ce que j'appelle une Torah trou noir ou une Torah soleil. Je m'explique. Qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir, c'est un phénomène qui a une telle force gravitationnelle que tout est happé en son sein, même la lumière. Et donc, rien n'arrive à s'en sortir. Qu'est-ce qu'une Torah trou noir? Une Torah trou noir, c'est une Torah qui met une force gravitationnelle uniquement dans la maison d'études, donc uniquement dans le cultuel, et qui va, en faisant ça, vider le reste de sa valeur. Vous avez déjà vu ce genre de débat insupportable où tu as un rabbin face à un scientifique, et le scientifique dit « c'est grâce à Red Chaloche qu'on a réussi à faire tomber les missiles balistiques » et l'autre dit « non, c'est grâce au fait qu'on étudie que tatata ». Ok? Qu'est-ce qui me dérange cette vision-là, cette vision que présentée de la Torah, qui est « ça n'a pas de valeur ce que vous faites ». Okay. Faire avancer le monde, scientifiquement, sociétalement, etc., c'est pas le sujet. Ça, j'appelle ça une vision qui est une vision de Torah trou noir. On cherche tellement à valoriser l'étude et ce qui est satellite que pour ça on vide le reste de son importance, de sa valeur. Et à mon sens, c'est erroné dans la vision même de la Torah. La Torah ne se voit pas comme ça. La Torah a une dimension qui est une dimension solaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Une dimension solaire, c'est la différence entre un trou noir et un soleil. Un soleil, il éclaire le reste et permet au reste d'exister, de vivre, de s'épanouir. À mon sens, et c'est quelque chose que je devrais prouver et expliquer dans nos textes, etc., à mon sens, la Torah se voit de cette manière-là. Elle se voit non pas comme dévalorisant le reste, mais au contraire en disant tout a un sens, tout a une valeur, mais on va devoir être capable de prendre cette matière brute qui est la vie humaine, la raffiner, lui trouver son expression la plus juste. On est beaucoup plus face à une dimension de chef d'orchestre, face à plein d'instruments différents, etc., qui, s'ils s'exprimaient de manière, de manière libre et de manière non coordonnée, ce serait une cacophonie. Okay, donc on est face à un monde qui a plein de forces différentes, qui peuvent aller dans tous les sens, etc. Et il y a un chef d'orchestre qui est là. Il y a oui une centralité de l'étude, il y a oui une centralité de la Torah, qui n'est pas là pour dévaloriser, qui est là pour valoriser le reste. Dire justement, le fait qu'on ait des lois qui concernent la vie familiale, c'est qu'il y a quelque chose dans la vie familiale qui se joue. Le fait qu'on ait des lois sur la vie économique, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue dans la vie économique. Le fait qu'on ait des lois sur la justice, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue dans une société juste. C'est une dimension qui est une dimension de chef d'orchestre. Une dimension de valorisation du reste et de trouver la place au reste. Oui, il y a une importance à l'avancée scientifique. Mais est-ce qu'elle va être là pour servir je sais pas quoi, le fait de créer une intelligence artificielle qui va faire des casinos en ligne, qui va nous rendre tous addicts? Okay, est-ce que c'est ça le sujet? Ou est-ce qu'on va être capable de développer une technologie qui va résoudre l'analphabétisme, résoudre la faim, résoudre la maladie, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait de ce monde? Ça, c'est la question de la Torah. Pas nier le monde. Et ça, c'est à mon sens quelque chose qui, aujourd'hui, justement parce que dans le monde haredi, il y a cette dimension-là de protection, d'éloignement, etc., il véhicule une image de la Torah, qui est une image de la Torah avec laquelle le monde libéral ne peut pas s'identifier, et à juste titre. À juste titre. Et c'est ça, à mon sens, l'importance que le travail qu'il y a de la construction de cette route numéro 1, c'est le fait d'être capable de dire, mais c'est pas ça ce que nos textes disent, c'est pas ça ce que notre message dit. Notre message n'est pas dans une dimension dévalorisante, au contraire. Il est dans une dimension de chef d'orchestre, ça n'a rien à voir. Et le troisième point, dans la construction de cette route numéro 1, pour ceux qui suivent encore, le troisième point, c'est cette capacité à dire, pas juste de rassurer, pas juste de dire « Ah, vous en faites pas, tout ira bien », etc. Même lorsque les religieux seront majoritaires, tout se passera bien, on est gentil, etc. Pas juste ça, mais dire quelque chose de plus fort, de plus profond. Dire, il y a, et à mon sens aujourd'hui, c'est ressenti par beaucoup de personnes, il y a dans le modèle occidental, il y a quelque chose qui est manquant. Il y a quelque chose dans le modèle occidental qui est manquant. Okay.
Et on pourrait travailler là-dessus pendant des heures et y réfléchir, etc. Il y a quelque chose qui est manquant. Il y a une hypertrophie de certains aspects de la vie et une absence d'autres aspects. La dimension de sens, la dimension de réflexion, la dimension de travail de l'homme sur soi, de pas juste laissez-moi tranquille et je vis comme je veux, etc. La dimension de travail de l'homme, la capacité de l'homme de se parfaire, de devenir quelqu'un de plus raffiné, de devenir quelqu'un de plus moral, etc. Qui est le message juif fondamentalement. D'accord, le fait de dire qu'on est dans des sociétés qui ne proposent pas de narratif, finalement, de narratif de pourquoi on est là et vers quoi on va. Okay, est-ce que je peux me suffire juste de métro, boulot, dodo, etc. C'est des questions de fond que la jeunesse ressent. La jeunesse se pose ces questions-là. Qu'est-ce que vous nous proposez? Quel est le sens finalement de cette réalité-là? Et je pense que sur ces sujets-là, le judaïsme a quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement important à dire là-dessus. Et donc, à nouveau, on doit à la fois rassurer, mais on doit aussi inspirer. On doit aussi dire, on a quelque chose à dire à la société et à une conscience moderne. On a quelque chose à proposer. Une certaine vision de l'homme, une certaine vision de la société, une certaine vision du sens qu'on doit apporter à nos vies. Si on est capable de faire ça, peut-être qu'on aura la capacité de construire cette route numéro 1. À mon sens, c'est l'enjeu. C'est complexe. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'on y arrive bien? Ou est-ce qu'on est en train de se faire bouffer par la polarisation de notre société? Est-ce qu'on est dans une twitterisation des esprits où les gens se tapent dessus de manière vulgaire et caricaturale, etc. On est dans une... C'est compliqué et il faut toutes les forces, toutes les bonnes forces de ce peuple et toute sa capacité pour réussir à résoudre ce sac de nœuds. Mais en tout cas, on doit s'y atteler. Je reviens sur la structure qu'on a essayé de faire ensemble, et après ce sera le tour des questions, et je ne vous laisserai pas partir tant qu'il n'y aura pas de questions. Ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est pas une analyse sociologique, c'est pas une analyse politique, etc. C'est de présenter de manière libre ce avec quoi je m'identifie dans cette conception-là. Premièrement, au niveau des fondamentaux, la vision de l'époque, la volonté d'appartenir à cette histoire-là de renaissance du peuple juif, volonté de faire partie de cette histoire-là, d'être actif dans cette histoire-là, premièrement. Deuxièmement, quels sont les enjeux principaux de notre société? On a parlé un petit peu de la polarisation et surtout de la fracture fondamentale entre Jérusalem et Tel Aviv, et donc de l'importance de la capacité de construire cette route numéro 1, à donner quelques pistes de lecture, de réflexion sur ce sujet-là, et à continuer la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre écoute, à très vite.